Parfait. On est en phase. On est en phase. Allez, encore 50 minutes et puis vous pouvez rester chez vous et regarder la télé. Ça, c'est gai quand même. J'ai regardé Breaking Bad. Je ne sais pas si vous avez déjà vu Breaking Bad. C'est très lent. Alors là, on a le temps. C'est merveilleux. C'est incroyable. Ce truc est incroyable. Bref. Alors, ça n'avait rien à voir. Donc, pour mieux comprendre, donc, je viens de vous dire que la variable aléatoire qui est ici est laquelle? Pardon. Je viens de vous dire que cette variable aléatoire-ci et celle-là sont proches dans ce sens-là. Alors maintenant, la question, c'est qu'est-ce que ça veut dire, en quoi est-ce que avoir cette propriété-ci signifie qu'on est proche? Alors regardons un peu mieux ce que ça signifie. On va remarquer quelque chose. C'est que si deux variables aléatoires ont cette propriété-là, si deux variables aléatoires sont telles qu'on a ceci, donc deux variables aléatoires qui sont telles que sur oméga AP, on a le fait que l'espérance de x fois l'indicatrice de A est égale à l'espérance de y fois l'indicatrice de B. Donc si x et y sont des variables aléatoires sur oméga AP, tel que ceci se passe, donc tel que ça est égal à ça pour tout élément de la sigma algèbre, donc pour tout A, pardon, j'ai mis un B là, mais je vais mettre un A, mais vous l'aviez compris. Pour tout A dans A, si vous avez deux variables aléatoires qui ont cette propriété-là, alors elles sont égales. On va le prouver tout de suite, mais donc je vais revenir en arrière un tout petit peu. Donc ça pourrait presque être une proposition en fait. Hein, oui. Donc je vais mettre un... Non, je vais rien du tout, mais c'est quelque chose que je pourrais vous demander de prouver, par exemple en examen. Je vais peut-être mettre un petit attention ici. Parce que c'est une question facile à poser en examen. Donc, montrer que deux variables aléatoires qui sont égales, montrer que deux variables aléatoires sur un espace provisé qui satisfont ceci sont nécessairement égales P presque sûrement. Alors, on vient en arrière. On vient donc de dire qu'on a cette variable aléatoire-ci, que je peux appeler x, et celle-là que je peux appeler y, qui sont égales P presque, qui ont la propriété que l'espérance de celui-là fois n'importe quel élément de B est égale à l'espérance de celui-là fois n'importe quel élément de B. Et donc, ça voudrait dire que celui-ci est en fait égal à celui-là P presque sûrement. Parce que c'est ce qu'on vient de dire. On vient de dire que si vous avez deux variables aléatoires qui font ce truc-là, bah, elles sont égales P presque sûrement. Donc, est-ce que ça signifie que lui est égal à lui P presque sûrement? Non. Non. Pourquoi? Bah parce que on n'est pas en train de travailler, donc celui-ci et celui-ci, on n'est pas en train de, on ne sait pas s'ils sont mesurables par rapport à B. On sait qu'ils sont mesurables par rapport à A, la sigma algèbre A. Là, on a pris une partie de A, on a pris la partie B. Et donc, si jamais B était égal à A, si les deux sigma algèbres étaient les mêmes, bah alors oui, grâce à ce qu'on va prouver ici, on pourrait déduire que celui-ci est égal à celui-là presque seulement. Sauf que, étant donné que B est une partie de la sigma algèbre sur laquelle on travaille, bah en fait, ils sont presque égaux. Ils ne sont pas égaux. Ils sont égaux sur B. Vous comprenez ce que je raconte? Ça fait du sens? Non, Renaud, tu as l'air dubitatif. Alors, soit tu regardes autre chose que moi, donc tu es dubitatif. Je recommence. Donc, bon, je vais recopier ceci. Donc, qu'est-ce qu'on a montré là? On a montré, je copie.
Donc, avant de le prouver. Donc, ne notez rien, je vais juste tenter d'expliquer un peu mieux. Voilà, donc, on a prouvé ceci. On a prouvé que ça, pour tout B dans B, on a prouvé que ça est égal à ça. Bon, je vais me permettre d'appeler celui-ci X, et je vais me permettre d'appeler celui-ci Y. Et donc, en fait, ce que je viens de prouver, c'est qu'on a deux variables aléatoires, X et Y. Une qui s'appelle P de A sachant B, et l'autre qui s'appelle indicatrice de A, mais qui ont la propriété que ça est égal à ça pour tout P dans B. Et donc, on pourrait se dire, bah oui, mais donc on est exactement comme ici. Donc, X est égal à Y, P presque sûrement. Non, parce que X, c'est une variable aléatoire sur oméga A, P. Y, c'est une variable aléatoire sur oméga A, P. Et B, c'est une partie de A. B ne contient pas tous les éléments de A. Si jamais B contient tous les éléments de A, bah alors oui, on est dans le même cas ici que là, et donc ils sont égaux. Et si B est plus petit que A, genre votre sigma algèbre, vous avez un espace réel et votre B ne contient que 3, donc vous avez une partie de R ou de RD, et votre B ne contient que 3 ensembles, donc vous ne savez que ce que vous dit ceci, c'est qu'ils sont égaux, en tout cas sur B. Mais ils ne sont pas égaux en général. D'accord? Et donc, c'est ça que j'entends ici par proche. Où est-ce que je l'ai écrit? Proche, c'est que celui-ci est effectivement proche de A, mais sur B, pas de manière générale. Oui? C'est mieux? Il n'y a que trois têtes, les autres. On a perdu du monde, tiens. Il y a des gens qui sont partis. Ah non, pas tellement. On a perdu un ou deux. Vous savez que je peux après aller voir le registre des présences et traquer les absents. Petite anecdote, j'aime bien les anecdotes. Premier cours de proba que j'ai eu de mon temps, donc en 1943. J'arrive au cours et c'était une remplaçante que je ne connaissais pas. Et j'étais vraiment une andouille. Et donc, je trouvais ça super embêtant. Donc, après une heure, je me suis dit, oh, je me casse, le rebelle. Donc, je suis parti, je suis sorti, je ne suis pas revenu en deuxième heure. Puis le temps a passé, je me suis rendu compte que j'aimais bien les probas, et puis je suis devenu assistant, et je suis devenu ami avec une certaine Christelle, mais vous ne connaissez pas Christelle Bouquio, mais qui était assistante aussi en même temps que moi. Et puis un jour, elle m'a dit, tu sais qu'au début, je te détestais. Je dit, pourquoi est-ce que tu me détestais? Dans quel cadre? En fait, c'était elle qui avait remplacé le prof le jour de ce cours-là. Elle avait vu que je m'étais levé et que j'étais parti pendant le cours. Et elle a mis quelques années à me dire qu'elle avait été super vexée par mon comportement totalement inapproprié. Donc des gens qui sont partis pendant le cours ici, je vais vous traquer, je vais vous chasser. Excusez-moi, je délire. Donc comment est-ce qu'on va prouver ce truc-ci? Comment est-ce qu'on va prouver ça? Comment est-ce qu'on va prouver ça? Ben, il faut une bonne idée. Il faut une bonne idée. Et la bonne idée ici, ça va être de choisir le bon ensemble. Ça va être de choisir le bon ensemble sur lequel on va pouvoir travailler. Donc si, je vais appeler ça star de nouveau, désolé. Si star est vrai pour tout A dans A, il l'est en particulier pour A qui est l'ensemble des oméga pour lesquels X est plus grand, pardon, excusez-moi, je l'écris mal, c'est l'ensemble des oméga dans oméga, tel que X de oméga est plus grand ou égal à Y de oméga. Et ça, c'est l'ensemble que nous notons par déformation, par habitude, X plus grand ou égal à Y. Donc, X et Y, ça c'est un exercice que je ne ferai pas, je refuse. Je ne vous demanderai pas ça un examen non plus, mais c'est un exercice que vous devez savoir faire, en tout cas que vous devez avoir un tiroir dans votre cerveau qui vous dit que vous sauriez le faire si vous deviez le faire. C'est de savoir montrer que si X est une variable, si X est une variable aléatoire, ça veut dire que X est A mesurable. Si Y est une variable aléatoire, ça veut dire que Y est A mesurable. Et donc, cet événement-ci est bien un élément de A. Et donc, c'est un exercice que vous avez peut-être fait en théorie de la mesure, j'espère. Moi, j'ai pas envie de le refaire. C'est de montrer que ce machin-ci, on peut bien l'écrire comme une union de trucs qui sont dans A. Mais c'est pas si simple parce que c'est un événement un peu compliqué. Et on a deux variables qu'on compare. Donc, c'est pas si simple. Mais celle-ci étant A mesurable et celle-là étant A mesurable, on peut montrer que ce machin-ci est A mesurable aussi. Enfin, est dans A.
OK? Donc, il faut réussir à écrire ce truc-ci comme une union de trucs, et donc je crois qu'il faut découper en fonction des rationnels, en fonction de qui est, enfin voilà, je ne sais plus exactement comment ça marche. Mais vous l'avez fait en théorie de la mesure? Vous vous souvenez pas? Vous vous souvenez pas? Donc ici, il y a quand même, il y a un petit peu de travail là. En fait, je crois que c'est pas si compliqué. Donc, si jamais lui était constant, ce serait facile, parce que si lui est constant, bah, l'ensemble des oméga tel que x est plus grand qu'une constante, c'est x moins 1 de constante plus l'infini. Et constante plus l'infini étant un borélien, x moins 1 de ce machin est bien un élément de a, vu que x est a mesurable. Donc si celui-ci est constant, ça marche, et ce qu'il faut faire, c'est découper en fonction du comportement de celui-ci. Et donc c'est pas si compliqué en fait. Donc on fait l'union sur les rationnels. Donc on sait que y est réel, et donc on découpe la droite des réels en des rationnels, et on dit bah, ce machin-ci est d'office entre deux rationnels, et puis on prend l'image inverse. C'est un truc comme ça. Donc c'est pas si compliqué, mais il y a un peu de travail. Pour les actuaires, s'il en reste, ne vous en inquiétez pas. C'est pas si grave. Mais donc on peut donc prendre ceci comme ensemble, et donc ceci étant vrai pour tout A, c'est aussi vrai pour celui-là. Ok, super. Et donc quoi? Mais donc on sait que, je vais peut-être mettre une petite tilde. On sait donc que l'espérance de x fois l'indicatrice de A tilde est égale à l'espérance de y fois l'indicatrice de A tilde. Mais donc on sait que l'espérance de x moins y, donc j'utilise la linéarité de l'espérance pour faire ceci. Je sais donc ceci. Oui, mais attention, x moins y fois l'indicatrice de a tilde, c'est quoi cette variable aléatoire-ci? Cette variable aléatoire-ci, elle vaut 0 si x est plus petit ou égal à y. Donc je prends celui-ci. Donc or, x moins y fois l'indicatrice de l'événement x plus grand ou égal à y, ça vaut quoi ce truc-là? Bah, ça vaut 0 si x est plus petit ou égal à y, et ça vaut x moins y si x est plus grand ou égal à y. Je vais peut-être mettre un strictement plus petit ici. Et donc normalement, d'après vos cours d'analyse, vous connaissez la notation pour ce truc-là. C'est la partie positive de x moins y. Et là, je vais tricher. Qu'est-ce que vous savez si une variable aléatoire est positive et si son intégrale de Lebesgue, enfin si une fonction est positive et son intégrale de Lebesgue est nulle, ou une variable aléatoire est positive et son espérance est nulle, qu'est-ce que vous savez sur cette variable aléatoire? Bah, cette variable aléatoire est nulle. Elle est nulle, P presque sûrement. À nouveau, il y a un tout petit peu de travail, mais c'est du travail que vous avez fait en analyse normalement. Je vais peut-être écrire ça un peu plus proprement. Soit en analyse, soit en théorie de la mesure, quand vous avez construit l'intégrale de Lebesgue. Si une fonction est positive et son intégrale est nulle, cette fonction est nulle presque sûrement par rapport à la mesure sur laquelle on travaille. Et donc, si une variable aléatoire est positive et son espérance est nulle, alors la variable aléatoire est nulle, P presque sûrement. Et donc, on peut faire pareil. On peut donc inverser les rôles de x et y pour déduire que y moins x, partie positive, est égal à 0, P presque sûrement. Du coup, si x moins y partie positive est nulle et x moins y partie négative est nulle, bah, x moins y est nul. P presque sûrement. Ça vous va? Et donc, on a deux variables aléatoires qui sont, si deux variables aléatoires sont telles que
leurs intégrales fois n'importe quel élément de la sigma algèbre par rapport à laquelle elles sont mesurables est nul, bah alors les deux variables sont égales. Un truc comme ça. Je crois que j'ai dit un peu n'importe quoi, mais vous avez compris ce que je voulais dire. Enfin, j'espère. Ok. Donc, qu'est-ce qui se passe? Dans le cas de la probabilité conditionnelle, on a donc que x, la variable qui est ici. Donc celle-là, attention, elle est b mesurable. Et y qui est indicatrice de a, qui ne sera b mesurable que si b appartient à b, si a appartient à b, excusez-moi. On a ça, et on sait que l'espérance de x fois l'indicatrice de b est égale à l'espérance de y fois l'indicatrice de b pour tout b dans b, qui se trouve être une partie de a, mais qui n'est pas a. Donc ça ne suffit pas pour déduire que x et y sont égaux. Ok? Donc, pouf pouf. Continuons à décrire un peu l'objet qu'on vient de construire. Donc, observons que l'on peut réécrire notre probabilité conditionnelle, P de A sachant B, c'était donc la somme sur tous les indices tels que on travaille sur un ensemble de probabilités non nulles. Donc ça, c'est quoi? C'est la probabilité de A sachant B, I fois l'indicatrice de B, I. Ça, c'est juste la définition. Ce machin-là, je peux le réécrire comme ceci. Donc je vais avoir 1 sur P de BI fois l'espérance, allez, je rajoute une ligne, sinon vous allez me détester encore plus, donc fois P de A inter BI, voilà, et là maintenant, ce machin-là, je peux l'écrire comme ceci. Espérance de l'indicatrice de A fois l'indicatrice de BI. Je fais des... Non, je ne fais pas de bêtises. Comme ceci. Vous êtes d'accord avec ceci? Et donc, c'est quoi ce machin-là? C'est quoi ce machin-là? Regardez, regardez, regardez. J'ai quand même envie aussi de dire que ça, on a fort, fort, fort envie que ce soit l'espérance de l'indicatrice de A sachant B, vu qu'une espérance, pardon, sachant B ronde. Et donc, ce qu'on voit là, c'est qu'on a l'espérance de quelque chose. L'espérance conditionnelle de quelque chose, c'est quoi? C'est cette somme compliquée. Et ce qu'on remarque, c'est que l'objet qu'on avait mis ici, il réapparaît ici. Ok? C'est le même. En particulier, ceci, on déduit que P de A sachant B, c'est quoi ce machin-là? C'est une somme de constantes, c'est une constante, ok? C'est juste un nombre réel, fois indicatrice de BI. Donc, c'est une variable aléatoire de la forme somme des alpha i indicatrices de BI avec alpha i qui est donc ce truc-là. Ok, 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 ok. Et ça c'est quelque chose que vous devez reconnaître. C'est quoi les fonctions de base en théorie de la mesure, celles que vous avez utilisées tout le temps, ou en analyse d'ailleurs? C'est les fonctions, ça portait un nom. Étagé?
Étagée, exactement. Et ben, c'est quoi une fonction étagée? C'est une fonction qui est de la forme somme de constantes fois indicatrice d'un élément de votre sigma algèbre. Ceci, c'est une fonction étagée, une variable aléatoire étagée, parce que nos fonctions sont des variables aléatoires, mais une variable aléatoire, ce n'est rien d'autre qu'une fonction mesurable. Donc ce sont des variables aléatoires étagées. Alors, moi, j'aime bien aussi le mot simple. Obtenu comment? Obtenu une variable étagée sans S, excusez-moi. Étagée, donc simple, obtenu en moyennant quoi? Indicatrice de A, cette fonction-là, sur les atomes de B. Ceci nous mène à notre deuxième définition, qui n'est qu'une étape. On est toujours en train de préparer le truc. Je prends beaucoup de gants. Définition numéro combien? Définition numéro combien? Je suis perdu dans la numérotation. Définition 3? Non. Définition 4. Définition 4. Check. Soit x, une variable aléatoire réelle, intégrable, très important l'intégrable. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que l'espérance de la valeur absolue de x est finie. Sur oméga AP. Soit B, une sous-sigma algèbre engendrée par un système complet. Désolé, il y a plein de notations. Soit I star, l'ensemble des indices tels que P de BI est positif. On appelle espérance conditionnelle de x sachant B. Donc, espérance conditionnelle de x sachant B. Il n'y a pas de mystère. On avait déjà quasiment fait ici. Donc, on va reprendre ceci et on remplace ce gars-là par x. Donc, ça va être espérance de donc la variable aléatoire, B mesurable, espérance de x sachant B. Et c'est quoi ce truc-là? C'est la somme sur tous les indices où la probabilité est positive de 1 sur P de BI fois l'espérance de X fois l'indicatrice de BI fois l'indicatrice de BI. Vous voyez d'où ça vient? Donc, on est en train de quitter complètement le monde. C'est plus raisonnable ce qu'on fait. C'est un peu délirant. On veut chercher à définir un truc très simple et on part maintenant dans un langage fort compliqué. Sachez que ça va être encore pire d'ici 2 exemples et puis une page. Donc, vous voyez d'où j'ai sorti ce truc-là? Donc, quelque part, c'est par analogie avec ce qu'on a fait ici. OK? Et celui-ci, il est plutôt naturel. On voit d'où il vient. On veut travailler de façon à ce que chaque fois qu'on est quelque part, on conditionne par rapport à là où on est. Alors, remarque numéro, je ne sais pas combien. Je suis perdu. Je crois que j'ai mauvais système de numérotation. Je ne sais pas quel numéro de remarque. Je vais mettre remarque 1, mais je ne suis pas sûr. Remarque 1. La somme ici, là, la somme dans ce truc-là, est définie
sur I star. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on c'est mieux de dire la valeur de l'espérance de x sachant b n'est pas définie, peut être choisie arbitrairement sur les ensembles de mesures nulles. C'est bien. Peut donc être modifié arbitrairement sur des ensembles de mesures nulles de la sigma algèbre. Voilà. L'espérance conditionnelle n'est donc définie que P presque sûrement. D'accord? C'est peut-être un détail pour vous, mais vous remarquerez que ça veut dire beaucoup. Alors, remarque 2. Remarque 2, rappelons, je l'ai déjà dit plusieurs fois, mais je le répète, rappelons que l'espérance d'une indicatrice, c'est la proba. On a ici maintenant, par construction, c'est même la base de la construction, que l'espérance de l'indicatrice de A sachant B, ben c'est la mesure aléatoire P de A sachant B, ce qui est plutôt cool. On a aussi, et je vous le laisse courageusement comme exercice, que si B est dans B, bah, l'indicatrice de l'espérance conditionnelle de l'espérance, je dis des bêtises, l'espérance de l'espérance conditionnelle fois l'indicatrice de ce B là. Donc si vous multipliez par une indicatrice de B d'un B qui est dans B, bah, faites l'exercice et vous remarquerez que c'est toujours égal à ceci. Je vous laisse vérifier. Si vous n'y arrivez pas, vous m'appelez. Et deuxième chose, si x est b mesurable, donc souvenez-vous, si x est b mesurable, b est engendré par un système complet, ça veut dire que x est constant sur chacune des parties du système complet, donc x s'écrit comme somme des alpha i fois indicatrice de bi. Et grâce à ceci, vous vérifierez très facilement que si x est b mesurable, bah, l'espérance de x sachant b, c'est x presque sûrement. À vérifier aussi. Et donc c'est assez clair, hein. Si x est b mesurable, ben on remplace x ici dedans et on va avoir quoi? Ben on va avoir que x est une somme de alpha i fois b indicatrice de b, pardon, somme de alpha j fois indicatrice de b et j, et on aura toutes ces sommes qui vont devenir explicites et il ne nous restera plus que les sommes de alpha j fois indicatrice de bj. Je vous laisse le faire, vous devez savoir le faire, vous devez l'avoir réussi. Ok? Donc vous devez vérifier que ceci se passe bien. Je ne le fais pas maintenant parce qu'on va le revérifier plus tard avec l'autre définition. Mais vous devez savoir le faire. Alors, on va faire quelques exemples. J'ai commencé par une notation importante. En général, on ne va... En fait, pas en général. On va jamais écrire une espérance conditionnelle à une sigma algèbre. Si on considère une sigma algèbre engendrée par y où y est une variable aléatoire, pour l'instant, on ne peut considérer que des variables aléatoires discrètes. Bah, si votre sigma algèbre par rapport à laquelle vous allez conditionner est la sigma algèbre engendrée par une variable aléatoire discrète, bah, vous savez que cette sigma algèbre, on l'a vu en début de l'heure,
est en fait engendré par le système complet d'événements associés aux atomes de Y, de la loi de Y. Et donc, qu'est-ce qu'on va faire? On écrit que l'espérance de X sachant sigma de Y, on va l'écrire, c'est une notation, l'espérance de X sachant Y. L'espérance de X sachant Y, le truc qu'on a défini au premier cours, qu'on voit qu'il est relativement simple à comprendre, ce truc-là, en fait, la bonne façon de définir, c'est de définir au travers d'une espérance conditionnelle à sigma algèbre engendrée par Y. Je vous assure que c'est la bonne façon parce que on va voir qu'on va, grâce à ça, on va trouver, grâce à tout ce chipotage, on va trouver la bonne définition. Alors, avant de faire ça, on va peut-être faire un exemple. Exemple combien? Quelqu'un sait? Exemple 7. Ça va, vous êtes encore là? Je crois que c'est l'exemple 8, monsieur. J'ai vu défiler l'exemple 7 dans votre... Ok, je te crois. Je croise les doigts. Si c'est pas juste, on te traquera. Je l'avais aussi, c'est le 8. Ok, donc c'est juste. Si deux personnes sont d'accord, ça c'est l'argument. Si deux personnes sont d'accord, c'est que c'est vrai. L'exemple 8, on va un peu regarder. Donc on revient en fait en bac 1. Parce que je crois que j'avais fait ça avec vous en bac 1, je ne sais plus. Je prends oméga qui est A, B, C, D, E. Je prends P qui est la mesure uniforme. Donc je prends A qui est la sigma algèbre des parties. Et je prends P qui est la mesure uniforme. Ok, facile. Et je vais considérer trois variables aléatoires différentes. Je vais considérer X, Y et Z. Les trois qui sont des variables aléatoires sur oméga. Et on va imaginer que X prend les valeurs 1, 1, 1, 2, 2, Y prend les valeurs 1, 2, 2, 3, 4, et Z prend les valeurs 1, 2, 2, 2, 3. Alors, je crois que j'avais fait ça avec vous à l'époque, mais vous avez probablement oublié. Et moi, j'ai oublié si je l'avais fait ou pas. On va vite le refaire ensemble. Quelle sera la sigma algèbre engendrée par X? Donc, quelle est la plus petite sigma algèbre par rapport à laquelle X est mesurable? Est-ce que c'est l'ensemble 1, l'ensemble 2? Enfin, je veux dire... non, ok. Mais tu y es presque. Sauf que 1 et 2 ne sont pas sur oméga, ils sont sur R. N'oublie pas que la sigma algèbre par rapport à laquelle X est mesurable, c'est dans l'espace de départ. X est une fonction de oméga dans R. Donc il suffit de regarder les valeurs que prend X. Il prend deux valeurs, la valeur 1 et la valeur 2. Puis après, vous regardez les images, les préimages. C'est quoi la préimage de 1? C'est ABC. C'est quoi la préimage de 2? C'est DE. Donc votre ensemble, il doit contenir quoi? Il doit contenir le vide, oméga, A, B, C et D, E. Et avec ça, on est bon. Parce qu'on contient bien tout. Enfin, on a bien une sigma algèbre. Vous voyez ça? Alexandre, tu n'as pas l'air enthousiaste. Mais c'est peut-être aussi parce qu'il est 17h45 un vendredi soir et que tu viens de passer 60 heures devant ton écran à écouter des gens qui te demandaient est-ce que tu comprends? Ouais, vous le voyez ou pas? Je veux dire Alexandre. Les autres, je suppose que vous êtes contents parce que vous ne réagissez pas. Là, vous n'êtes plus que 12. On a perdu 2 personnes. Sigma de Y, ce sera quoi? Donc, soit par analogie, soit vous le comprenez vraiment. Ce sera quoi, sigma de Y? A, l'ensemble A, l'ensemble B, C, et là, l'ensemble D et l'ensemble E. Oui, tout à fait. Là, je vais être un peu plus embêté parce que je peux pas faire juste ça. Donc ici, j'ai un souci, c'est que je dois aussi prendre toutes les unions, je dois prendre toutes les intersections, enfin les intersections, il n'y en a pas, mais je prends toutes les unions et donc je vais un peu souffrir et donc je vais tricher. Je vais appeler ma notation sigma à la rescousse, à la rescousse.
Et je vais juste faire ça. C'est la sigma algèbre engendrée par ces trucs-là. D'accord? Et donc c'est A, B, C, D, E. Et donc c'est aussi A en union avec B, C, c'est A en union avec D, A en union avec E, et ainsi de suite, toutes les unions possibles et imaginables de tous ces gars-là. Vous voyez? Donc ceux-là, ce sont les atomes de cette sigma algèbre. Mais la sigma algèbre contient beaucoup plus de monde. Vous voyez ça, c'est clair? On va faire comme pour mon appendicite, la échelle de la douleur. C'est important pour moi de savoir c'est douleur 1 ou c'est douleur 10. Parce que si c'est douloureux, si c'est fort douloureux, je vous mets des exercices là-dessus au TP. Donc mettez dans le chat quel niveau de douleur. Donc fort douloureux, c'est-à-dire que vous n'avez pas du tout. Ou vous n'avez pas de douleur du tout, vous êtes totalement insensible, vous êtes déjà anesthésié. Vous n'avez plus rien à caler, quoi. Monsieur? 2, ok, donc c'est facile. Oui, quelqu'un dit monsieur? Ouais. On ne doit pas rajouter les unions de A, B, C et D, E dans le premier, du coup, ou remplacer par une sigma aussi? Excellente question. Je ne sais pas quel est ton nom. Dimitri. Dimitri. Excellente question. Bon, je vois que c'est 2, donc je vais pas faire d'exercice là-dessus au TP. Dimitri, ben, ici non, parce que ici c'est facile, on n'a que 2 éléments et celui-là est complémentaire de celui-là. Ah Donc, ouais, ok. si tu fais l'union, tu as lui. Et donc c'est fini. Et celui-ci par contre est plus pénible. Et sigma de Z, ben, je vous le fais, hein, parce que je crois que vous avez compris le principe. Ceux d'entre vous qui êtes mal à l'aise avec ça et qui n'osez pas le dire, contactez-moi par ailleurs. Parce que je ne vais pas dire que c'est important, rien de ce que je fais n'est important, mais je vais rajouter juste une autre. Mais donc, si vous ne comprenez pas ce que je fais, contactez-moi, parce que c'est important. Enfin, pour le cours, c'est important que vous compreniez ce que je fais. Et donc, dernière question, si T prend des valeurs différentes pour chaque A, B, C, D, E, la sigma algèbre engendrée par T, ce sera la sigma algèbre T partie, ça vous semble clair? Oui. Et donc, chacun de ces gars-ci est une partie de celui-là. Donc, ceux-là sont tous des sous-sigma algèbres de la sigma algèbre A. Alors maintenant, on va remarquer quelque chose. Remarquons ce qui est remarquable, c'est que sigma de x est inclus à sigma de y. Est-ce que vous le voyez, ça? Oui, hein. Tous les éléments de ce truc-là sont des éléments dans ce truc-ci. Celui-là, c'est ça en union avec ça. Celui-là, c'est ça en union avec ça. Et c'est tout. Et attention, mais sigma de x n'est pas inclus à sigma de z. C'est quand même vachement bien fait cet exemple. Regardez, parce que ABC ne peut pas s'écrire comme quelque chose comme union de ces trucs-là. Alors ça se voit formellement, mais ça a un sens physiquement. Pour nous, ça va nous dire quelque chose, parce que celui-ci nous renseigne que x est donc mesurable par rapport à sigma de y. Parfois, je crois que je vais utiliser le shorthand que x est mesurable par rapport à y. On se comprend. Pourquoi? Parce que la sigma algèbre engendrée par x est une partie de la sigma algèbre engendrée par y. Donc voilà, c'est la définition même d'être mesurable. Et celui-ci nous renseigne sur le fait que x n'est pas mesurable par rapport à z, ou à sigma de z. Oui, mais ça veut dire quoi, ça? Être mesurable par rapport à sigma de y? Ben, si on revient et qu'on oublie toutes les notations compliquées, etc., c'est qu'en fait, connaître y suffit pour connaître x. Regardez, si je vous dis que y vaut 1, ben vous savez que x vaut 1 aussi. Si je vous dis que y vaut 2, vous savez que x vaut 1. Si je vous dis que y vaut 3, vous savez que x vaut 2. Si je vous dis que y vaut 4, vous savez que x vaut 2. Par contre, si je vous dis que z vaut 1, non, pardon, si je vous dis que z vaut 2, ben vous ne savez pas si x vaut 1 ou 2. Donc x n'est pas mesurable par rapport à z, mais x est bien mesurable par rapport à y. Donc ici, connaître y suffit pour connaître... Oh, j'écris mal. J'ai pas vu, hein. Donc, connaître
Y suffit pour, je vais tricher, connaître X, mais pas pour Z, et on se comprend ce que je commence à fatiguer. Ok, c'est pas une phrase, mais vous avez compris. Donc, exemple, si Z vaut 2, bah alors X, tout ce que vous savez dire sur X, c'est que X appartient à 1, 2. Oui, mais attention, parce que connaître Z vous donne quand même une information sur X. X est quelque part moins aléatoire une fois qu'on vous renseigne sur Z. Donc il y a un lien entre les deux. Ok. On a quoi? Bah, l'espérance de X sachant Y. Bah, c'est quoi ce truc-là? Bah, moi, je vous annonce que l'espérance de X sachant Y, c'est X presque sûrement. En effet, on vient de le dire plus haut, mais je vous l'avais laissé comme exercice. Donc, on va quand même le vérifier. L'espérance de X sachant Y, c'est en fait une notation pour dire l'espérance de X sachant un sigma algèbre engendré par Y. C'est en fait une somme pour I qui va de 1, X, non, c'est Y qui compte. Y qui vaut 1, 2, 3 ou 4. Donc, de 1 jusqu'à 4. Des 1 sur P de Y égale I, fois l'espérance de X fois l'indicatrice que Y est égal à I, fois l'indicatrice de Y est égal à I. Si vous ne comprenez pas ce que je viens de faire, c'est parce que vous êtes fatigué, mais je viens simplement de réécrire la définition appliquée à ce cas particulier-ci. Donc il n'y a rien, je n'ai rien fait d'intéressant ici. Mais là, ce qui est rigolo, c'est que l'espérance de X fois l'indicatrice de Y est égale à 1. On travaille sur les oméga, tel que Y est égal à 1. Quand Y vaut 1, X vaut 1. Donc ça vaut simplement 1 fois la probabilité que Y soit égal à 1. L'espérance de X fois l'indicatrice que Y est égal à 2, ça vaut quoi? Si Y vaut 2, X vaut 1. Donc ça vaut aussi 1 fois la probabilité que Y soit égal à 2. Etc. Et donc si je continue ici, l'espérance de X sachant Y, ça vaut quoi? Ça vaut quoi ce truc-là? Ça vaut, quand Y vaut 1, j'ai simplement ceci. Quand Y vaut 2, j'ai simplement ceci. Quand Y vaut 3, j'ai que X vaut 2, donc j'ai 2 ici. Et quand Y vaut 4, j'ai 2 aussi. Ce truc-là, il vaut quoi? Il vaut, si je le réécris, il vaut 1 si oméga est égal. Donc quand est-ce que Y vaut 1 ou 2? Ici, il vaut 1 si oméga c'est A, B ou C. Donc il vaut 1 si oméga c'est A, B ou C. Et il vaut 2 si oméga c'est D ou E. Il vaut 2 si oméga c'est D ou E. Ça c'est très exactement X. Donc on a fait du gros coupage de cheveux en 4 pour vérifier quelque chose de totalement intuitif. Et donc là on remarque que, ok, super, la définition fonctionne. 17h55, je suis à la page 20. J'ai complètement mal jugé la durée de mon premier chapitre. Complètement. Ok, donc ça c'est super. On vient de vérifier à la main que ça marchait bien là ici. Et qu'est-ce qui se passe si on fait l'espérance X sachant Z? Ça c'est beaucoup moins clair. Et je vous laisse comme exercice parce qu'il est 17h55. Vous appliquez la définition. Donc l'espérance de X sachant Z, c'est quoi ce truc-là?
bah, par définition, c'est la somme. Donc Z, il prend quelle valeur? Il prend les valeurs 1, 2 ou 3. Donc il prend les valeurs 1, 2 ou 3. Et là, on va avoir 1 sur la probabilité que Z soit égal à, je vais mettre des I, Z soit égal à I, espérance de X fois l'indicatrice que Z est égal à I, fois l'indicatrice que Z est égal à I, et je vous laisse faire. Et vous verrez quoi? Bah, vous verrez que c'est un truc bizarre. C'est une certaine fonction de Z. Mais attention, maintenant, ce n'est plus une fonction constante. C'est logique que ce ne soit pas une fonction constante parce que si Z vaut 1, bah, si Z vaut 1, en moyenne, X, il vaut 1. Si Z vaut 1, en moyenne, X, il vaut 1. Donc l'espérance de X sachant Z, si Z vaut 1, c'est 1. Logique. Si Z vaut 3, bah, en moyenne, X, il vaut 2, vu que X, il vaut 2 lorsque Z vaut 3. Donc quand Z vaut 3, j'ai 2. Mais quand Z vaut 2, bah, quand Z vaut 2, il est où Z? Il est ici. Quand Z vaut 2, bah, mon X, il peut valoir 1 ou 2. Et il vaut 1 avec probabilité, probabilité que je sois dans BC, sachant que je suis dans B, C ou D. Et il vaut 2 avec probabilité que je sois dans D, sachant que je suis dans B, C ou D. Et donc je vais avoir une probabilité conditionnelle, et donc je vais avoir une espérance un peu différente. Je vais avoir un mélange de 1 et de 2, qui va me donner ce 4 tiers. Je vous laisse le faire. Je vous encourage à essayer de le faire ce week-end, ça prend quelques minutes, et je ferai ça proprement. Je ferai ça lundi matin. Pourquoi lundi matin? Vous n'avez pas TP lundi matin? Non, vous n'avez pas TP lundi matin parce que je suis absolument nulle part dans mon chapitre, et donc vous ne pouvez pas faire un TP sur les espérances conditionnelles quand je ne suis qu'à la moitié du chapitre sur les espérances conditionnelles. Avec tout ce qu'on a raconté là maintenant, vous ne savez rien faire. Vous ne savez rien faire. Rien du tout. Alors, je termine pour aujourd'hui avec l'exemple 5. C'est pas 5. Exemple 9. Je vais changer de numérotation dans le chapitre prochain parce que c'est juste trop pourri. Je vous encourage à essayer. Donc, cet exemple-ci provient du Ledoux. Donc, si vous voulez tricher, allez lire dans le Ledoux. Mais c'est nul de tricher. La triche, c'est mal. Le mensonge, c'est mal. Soit X, une variable de poisson. Vous savez ce que c'est une variable de poisson? Vaguement, ok. Et on va considérer un truc rigolo qui est Y, qui est 2 fois la... Donc c'est quoi ce truc-là? Si X vaut 4, c'est Y vaut X. Et si X vaut 5, c'est Y vaut 4. Donc c'est le plancher, un truc comme ça. Alors, deux choses sont claires. Enfin, une chose est claire et l'autre n'est pas claire du tout, mais vous allez le faire, peut-être. Évidemment, Y est X mesurable. Si je connais X, je connais Y. Alors, il est clair. Soit vous le reprouvez à la main, soit vous utilisez les théorèmes. Je vous encourage à utiliser le théorème qui dit que c'est vrai. Et si vous voulez le reprouver à la main, faites-le. L'espérance Y sachant X, c'est Y presque sûrement. Et c'est beaucoup plus rigolo si on pense à l'espérance X sachant Y. Alors, c'est quoi ce truc-là? Si vous savez Y, si vous savez que Y vaut 5, alors vous savez que X, il vaut 5 ou 6. C'est ça, hein? Je crois que c'est juste. Et c'est pas si simple d'avoir une expression précise. Et l'expression précise est très jolie. Enfin, moi, je trouve ça joli. Mais moi, je suis incapable de deviner ça. Complètement incapable. C'est ça, l'espérance de X sachant Y. C'est une fonction de Y qui vaut ça. Je trouve ça dingue. Je vous laisse si vous avez l'occasion d'essayer. C'est pas si compliqué. Mais je commencerai le cours de lundi matin à 8h, donc soyez là, soyez nombreux. Soyez au moins 12. Lundi matin à 8h, je commencerai par ça. Et peut-être bien que j'arriverai à terminer. Ça va, et donc vous aurez TP sur les espérances conditionnelles, peut-être vendredi si Julien est libre, sinon lundi d'après. Ça va? Donc lundi, c'est moi. Bonne soirée, bon week-end, profitez bien, allez boire des bières, tout ça.
J'arrête l'enregistrement.